La matinale de Radio Classique avec David Abiker. C'est l'heure des voix de l'économie car il est 7h14. Votre invité Stéphane, le directeur général de Bouygues. Bonjour Olivier Roussat. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de présenter vos résultats annuels. Bouygues a dégagé un bénéfice de 1,58 milliard d'euros l'an dernier. On va y revenir dans un instant. D'abord, quelques mots sur le contexte actuel. En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous êtes inquiet des tensions à la fois géopolitiques, commerciales et potentiellement militaires ? Sur le sujet de la géopolitique, le sujet important que l'on est en train de connaître, c'est un peu la fin du libre-échange avec des barrières douanières qui vont monter partout. Il se trouve que c'est pas un sujet qui soit tellement embêtant pour nous dans la mesure où notre production est essentiellement locale. En revanche, c'est clair que ça complique quand même un peu la vie. Il faut qu'on prévoie maintenant dans les contrats que ces choses-là peuvent changer du lundi pour le mardi, ce qui est quand même quelque chose qui n'était pas ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Une fois qu'on s'est dit ça, quand on regarde globalement les carnets de commandes que l'on a constitués, on a une visibilité assez forte parce que malgré tout, il y a énormément de projets d'infrastructure dans le monde et on est plutôt bien positionné pour les prendre. Mais est-ce que vous pourriez augmenter vos investissements aux États-Unis comme l'ont fait par exemple CMA CGM ou encore Stellantis ? Clairement, c'est quelque chose qu'on considère pour deux de nos activités qui sont celles de la route d'une part et puis celles qui sont dans le domaine d'énergie et services parce qu'effectivement, ce sont des activités qui fonctionnent très bien aux États-Unis avec toutes les relocalisations d'un côté et tout le réinvestissement que fait l'administration Trump dans tout ce qui va être route pour le quotidien des Américains. On va parler de vos différents métiers. L'Allemagne annonce un gigantesque plan d'investissement pour moderniser ses infrastructures. Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes d'opportunités dans le secteur de la construction ? Alors, l'Allemagne, c'est un pays sur lequel nous sommes assez peu développés à date. On est présent dans le domaine du ferroviaire, un petit peu dans le domaine des énergies, pas vraiment dans le domaine de la construction. Donc c'est un secteur dans les zones que l'on souhaite pouvoir développer, que nous avions décidé de développer dans le futur. On avait se renforcer en Amérique du Nord, se renforcer en Europe du Nord et se renforcer en Allemagne. Il se trouve qu'en Allemagne, on est vraiment peu développé à date. Donc ce sera une opportunité peut-être pour pousser vos pions en Allemagne. Le secteur de la construction pour vous est toujours très dynamique. Votre carnet de commandes pour les activités construction a dépassé les 32 milliards d'euros l'an dernier. C'est un niveau record. Il est en hausse de 13% sur un an. Oui, et c'est quelque chose qui est à noter, c'est qu'il est tant en hausse en France qu'à l'international. L'image qu'on a de la construction en France, c'est que c'est un secteur qui va pas très bien. Eh bien nous, notre revenu 24 est supérieur au revenu 23 en France, et les carnets de commandes sont en croissance de 9% pour l'activité de bâtiment et de 8% pour l'activité route en France. Donc ce sont des secteurs qui sont malgré tout très dynamiques, et c'est assez contre-intuitif quand on écoute un peu l'atmosphère ambiante. Et justement, comment vous expliquez le fait de publier des chiffres dynamiques dans la construction alors que vous l'avez dit, ça se passe pas très très bien en France? Parce que en fait, le domaine dans lequel nous sommes, ce sont d'une part des ouvrages assez complexes, des hôpitaux, ce sont des rénovations de bâtiments publics, et puis de l'autre côté, nous avons tout un tas de travaux qui sont faits dans les collectivités pour augmenter les mobilités douces. Et donc, tous ces secteurs-là sont des secteurs sur lesquels nous sommes. Et il y a évidemment une grande activité à l'international. Vous employez pratiquement 10 000 personnes sur le chantier de Hinkley Point en Grande-Bretagne. Et vous venez également de signer un gros contrat en Australie. Effectivement, un contrat que nous allons réaliser à Adélaïde sur le fait, et d'ailleurs en pic, nous serons à Adélaïde avec 5500 personnes en pic quand on sera dans le déroulement du chantier. On va parler aussi de votre activité télécom. Bouygues Télécom a attiré 600 000 nouveaux clients dans le fixe l'an dernier et 2,8 millions de clients supplémentaires dans le mobile grâce à l'acquisition de la Poste Télécom. Effectivement, et dans le fixe, c'est une activité qui est en forte croissance parce que nous avons ouvert un nouveau segment de clients qui sont les utilisateurs d'Internet, simplement d'Internet, pas de téléphone fixe, pas de télévision, qui sont un secteur qui est en forte croissance en France, que nous venons d'ouvrir. On parle à nouveau de rapprochement dans le secteur télécom. Est-ce que, selon vous, ça aurait du sens en France ou en Europe ? Il est clair que quand vous regardez les capitalisations des opérateurs européens, elles sont toutes petites par rapport aux capitalisations des opérateurs américains. Pour quelle raison ? Parce que le niveau de compétition qui a été demandé en Europe est infiniment supérieur à celui que l'on pratique aux États-Unis. La doxa actuelle de la Commission européenne, c'est de ne pas souhaiter réduire le nombre d'opérateurs par pays et de garantir toujours un nombre de 4 opérateurs par pays. C'était la position de la Commission et notamment de Madame Verstager. La nouvelle Commission va peut-être assouplir sa position et il est tout à fait possible d'avoir un niveau de concurrence qui soit tout à fait normal
avec un nombre d'acteurs plus restreint. Mais 4 opérateurs par pays, au moins, est-ce que c'est réaliste pour faire face aux investissements nécessaires? On sait que c'est un secteur qui est très capital intensive, comme on dit en anglais. La question, c'est pas parce que vous avez 4 acteurs que vous en avez un qui va faire des pertes et les autres vont faire des gains. Mais au fait, vous avez 4 acteurs moyens quand on pourrait avoir des acteurs un peu plus forts. Et au moment où se font des consolidations trans-pays, eh bien, très clairement, les opérateurs européens ont des capitalisations toutes petites. Ils ne vont pas participer à la consolidation interpays. On va parler de votre filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, Equans. Equans, vous l'aviez racheté fin 2022 pour 6,5 milliards d'euros. À l'époque, le marché s'interrogeait sur ce prix qui était considéré comme trop élevé. Et vous aviez présenté une feuille de route pour restructurer Equans. Cette feuille de route, vous l'avez respectée? On la respecte. On a des résultats qui sont plutôt meilleurs que prévu, plus haut que prévu et plus tôt que prévu. Donc je suis très très heureux du travail que réalise Jérôme Stubler et ses équipes. Nous avons pris un engagement pour le marché d'être à 5% de ROCA à fin 27 et je n'ai aucun doute sur le fait que nous tiendrons notre objectif. Ouais, quelle est la feuille de route désormais pour cette filiale? On n'a pas revu nos objectifs, on continue de maintenir ceux que nous avons, mais il est très clair que quand vous regardez les résultats que nous avons eus à fin 24, la dynamique est bonne et le plan de redressement que nous avions imaginé, qui avait 5 piliers, il fonctionne, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est quand je vois les résultats de nos concurrents qui sont aux alentours de 6%, ça veut dire que j'ai encore une marge de progrès importante. Vous êtes un groupe diversifié, on peut peut-être dire un mot également de TF1 qui fait partie du groupe Bouygues. Oui. Les résultats? Les résultats, ils sont tout à fait encourageants parce que Rodolphe est en train de réussir le pivot et il est en train de réussir son activité streaming avec TF1+. Il fait un énorme travail, il a réussi à pivoter tout en maintenant son niveau de marge, ce qui n'est pas évident. Et donc, vraiment, je suis très très heureux du travail qu'il réalise avec toutes ses équipes. Quand on a parlé de tous ces métiers, comment est-ce que vous voyez les perspectives pour 2025 ? 2025, on l'a dit, on a un carnet de commandes qui est très très bon, donc il nous donne une excellente visibilité sur l'année 25. Sur la partie média, on sera évidemment très lié à tout ce qui va se passer dans l'évolution du PNB de la France. Mais globalement, on a une année, je ne suis pas plus inquiet que ça. Enfin, maintenant, il faut bien comprendre que à chaque fois que nous présentons nos perspectives, on explique qu'on est dans un environnement géopolitique incertain. Ça fait 4 ans qu'on écrit ça. C'est particulièrement vrai cette année. Franchement, quand on voit ce qu'on voit actuellement, c'est pas un euphémisme. Ouais, justement, est-ce qu'on peut considérer, au vu de cet environnement incertain, que cette année, les prévisions sont plus difficiles à effectuer que d'autres années ? Vous savez, nous, dans une grande partie de nos activités, on est directement dans l'exécution d'un carnet de commandes. Quand votre carnet de commandes est très bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de raisons que l'activité ne soit pas là. Sauf quand vous avez des choses de type Covid où d'un seul coup, on ne peut pas travailler. Merci beaucoup, Olivier Roussat, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Je rappelle votre bénéfice annuel, 1,58 milliard d'euros en légère progression sur un an. Merci d'avoir été l'invité des Voix de l'économie. David. Merci à tous les deux. Stéphane, à lundi, dès 6h pour le tour de l'actualité économique. Notez que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Radio Classique les interviews de Stéphane Pedrazzi et bien sûr toutes les chroniques de la matinale écho sur notre application Radio Classique. À suivre la reine des lettres sur Instagram, Karine Dijoux. Et si on parlait français,